Et voilà. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous savoir aussi nombreux aujourd'hui pour participer à notre atelier achat responsable sur le Spazer. Alors tout de suite, je vais mettre en grand écran pour que tout le monde voit bien la présentation. Voilà. Et donc ce matin, nous allons commencer avec une présentation du groupement d'intérêt public Maximilien. Nous allons ensuite enchaîner sur une présentation du SPASER, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et nous aurons ensuite trois interventions, deux retours d'expérience. On commencera avec Céline Ballet, qui est chargée d'affaires marché public à la direction des affaires juridiques du syndicat des eaux d'Île-de-France. Nous enchaînerons ensuite avec Franck Baraillé, qui est directeur de la commande et de l'achat public au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui fera une intervention a priori à trois voix, avec donc deux acteurs qui ont participé à l'élaboration du SPASER du département. Et nous aurons pour terminer une présentation par Marlene Weber, qui est chargée de mission politique de l'achat durable au Commissariat général au développement durable. Présentation donc des outils disponibles aux acheteurs publics pour l'élaboration de leur SPASER. Donc d'ailleurs, je remercie nos intervenants que j'ai déjà pu apercevoir dans la salle, nos intervenants et intervenantes. Donc, je vais démarrer avec la présentation du groupement d'intérêt public Maximilien, qui est un service public mutualisé d'administration électronique en Île-de-France. Et nous avons pour mission d'accompagner les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation totale de leur procédure d'achat, de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et notamment aux TPE et PME en leur proposant des services gratuits. Et en tant que réseau régional des achats responsables, nous avons aussi pour mission de promouvoir les achats responsables. Donc, pour ce qui est de la dématérialisation, nous pouvons vous accompagner dans la transformation, enfin dans votre transformation numérique avec différentes solutions, et notamment un profil acheteur, un parapheur, un tiers de transmission, etc. Et nous pouvons mettre à disposition de nombreux outils et services. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces solutions que nous pouvons vous apporter, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@maximilien.fr. Alors aujourd'hui, je vous présente aussi le pôle achat responsable, puisque nous sommes donc le réseau régional de la commande publique responsable, et c'est dans cette qualité que nous vous proposons cet atelier. Et donc nous avons Louise Vidal, qui est responsable du pôle achat responsable du GIP Maximilien, et qui est chef de projet sur la mission d'appui au développement des clauses sociales. Erika Maillot est chargée de mission également sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, et je suis moi-même experte achat écologiquement responsable, donc je suis plutôt sur le volet environnemental. En tant que réseau francilien des achats responsables, nous contribuons aux travaux nationaux sur les achats responsables, que ce soit par exemple avec l'interréseau de la commande publique durable ou avec la coordination nationale des clauses sociales. Et nous mettons à votre disposition sur notre site internet, mais aussi sur notre page YouTube, de très nombreuses ressources, que ce soit des ateliers comme celui-ci que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc vous avez les replays et les supports de nos précédents ateliers achats responsables. Vous avez aussi accès à des boîtes à outils, à des fiches pratiques sur de nombreux sujets. Et nous avons deux guichets, donc le guichet régional des clauses sociales et le guichet vert, qui viennent vous apporter des conseils sur le volet social et sur le volet environnemental pour vos marchés publics. Nous avons également créé un espace d'échange sur la plateforme Rapide qui est réservé aux acheteurs publics franciliens. L'objectif étant que vous puissiez échanger entre pairs et que vous ayez accès à nos prochains événements que nous communiquons notamment sur cet espace. Et vous avez également la possibilité de recevoir nos lettres d'information. Si vous n'êtes pas dans notre liste de diffusion, vous pouvez nous envoyer une demande à l'adresse achat-responsable@maximilien.fr et vous pouvez retrouver les lettres précédentes sur notre site internet. Donc, je vous ai déjà parlé de la mission d'appui au développement des clauses sociales. C'est une mission qui nous a été confiée par la DRIETS Île-de-France, sous délégation du préfet de région, avec l'objectif de développer les clauses sociales et tout l'écosystème en fait de la clause sociale. Pour ce faire, nous menons des actions de sensibilisation des acheteurs publics. Nous faisons aussi du suivi des clauses via nos observatoires et nous pouvons mettre en relation les acheteurs, les facilitateurs ainsi que les structures de l'ESS.
Le guichet vert, quant à lui, est un service qui est dédié à toute structure qui est soumise au code de la commande publique, d'ailleurs tout comme le deuxième guichet régional des clauses sociales. Les deux sont complètement gratuits pour tous les acheteurs, enfin toutes les structures qui sont soumises au code de la commande publique. Et le guichet vert est donc un service qui s'inscrit dans le cadre du PNAD, le Plan national des achats durables, qui a posé l'objectif de 100% de considération environnementale dans les marchés d'ici 2025. Je fais une parenthèse, c'est vrai qu'on ne l'a pas noté, mais on a aussi un objectif de 30% de considération sociale dans les marchés publics à horizon 2025. Et c'est pour atteindre cet objectif que des facilitateurs verts, qui sont donc les guichets verts, ont été déployés sur le territoire national. Je termine avec la présentation du GIP Maximilien en vous informant qu'une offre d'accompagnement aux achats responsables a été lancée récemment. Il s'agit d'une demi-journée pendant laquelle nous abordons avec vous les enjeux de l'achat responsable et les différents leviers qui sont offerts par le Code de la commande publique pour faire de l'achat responsable. C'est un temps qui peut être réalisé en visio ou dans nos locaux à Saint-Ouen-sur-Seine. Et il est également possible, si vous avez des besoins particuliers, de nous proposer des thématiques sur lesquelles vous voudriez que nous fassions que nous mettions le focus. Si vous souhaitez des informations ou un devis, vous pouvez à nouveau envoyer un message à l'adresse achat-responsable@maximilien.fr. J'enchaîne sur la très rapide présentation du SPASER avant de laisser la parole à nos intervenants. Et donc, ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, vous le savez très probablement, a été instauré par les lois économie sociale et solidaire et transition écologique pour une croissance verte, puis modifié plus récemment par les lois climat et résilience et industrie verte. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables? C'est un document dans lequel vous allez déterminer des objectifs en matière sociale, environnementale et économique pour votre politique achat. Et sans revenir sur tout l'historique du SPASER, aujourd'hui, ce sont les acheteurs publics dont les dépenses annuelles sont supérieures à 50 millions d'euros qui sont concernés par cette obligation d'adopter un SPASER. Et depuis la loi Industrie verte, vous avez aussi la possibilité de mutualiser un SPASER entre plusieurs collectivités. L'objectif du SPASER et de cette obligation, ça va être d'encourager les collectivités à adopter, collectivités et acheteurs publics, hein, à adopter une politique achat plus responsable, mais aussi à structurer la démarche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous faisons un atelier achat responsable sur le SPASER, il est aussi intéressant que des collectivités qui ne sont pas soumises à l'obligation puissent récupérer ici des clés, des conseils sur la réalisation de cette démarche, puisque c'est pas parce que vous n'êtes pas obligé que vous ne voulez pas forcément développer une politique achat, et donc on espère qu'aujourd'hui vous aurez quelques clés pour pouvoir le faire. Et pour finir, comment est-ce que on élabore son SPASER? Eh bien, le SPASER, ça peut être un outil à destination de la fonction achat où on va retrouver ses objectifs et on va pouvoir s'y appuyer au quotidien pour le mettre en œuvre. Ça peut être aussi un cadre qui va vous permettre de décliner vos différentes politiques publiques qui existent déjà. Par exemple, si vous avez un plan climat dans lequel vous avez des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peut-être que dans votre SPASER, vous allez pouvoir faire le lien avec vos achats alimentaires ou avec vos achats en lien avec la mobilité, par exemple. Et un SPASER peut également être considéré comme un cadre politique général qui va venir définir vos engagements en matière de durabilité. Donc vous voyez que le SPASER, c'est quand même un outil, en fait déjà c'est un outil, et c'est de nombreuses possibilités. Et je vais donc laisser la parole à nos intervenants pour présenter leur démarche. Et donc Céline Ballet, si vous voulez prendre la parole, alors je vais couper le partage. Céline Ballet, est-ce que vous préférez que je vous laisse la main ou est-ce que vous préférez que je fasse passer les slides? Non, je vais prendre la main si ça fonctionne. Eh bien, très bien. Dans ce cas, Ça j'arrête le sera plus partage. simple. Hop. Vous voyez bien mon écran, oui? Oui, c'est bon. Ok, je vais mettre aussi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Ballet, donc je suis
juriste au sein de la direction des affaires juridiques du CEDIF depuis 5 ans maintenant. Et on a élaboré notre SPASER qui a été publié en juin dernier. Donc, je vais vous présenter la manière, pas vraiment ce qu'on a mis à l'intérieur de notre politique achat responsable, mais vraiment la manière dont on a pensé son élaboration. Et je vais essayer d'être plutôt pragmatique, voilà, de vous enfin, en tout cas, de vous informer sur les questions qu'on s'est posées tout au long de son élaboration et comment on a mené ce projet. Hop. Voilà. Donc, rapidement, qui est le CEDIF? Donc, on est un syndicat intercommunal qui a été créé en 1923. Notre président, c'est André Santini. Donc, on regroupe 133 communes en Île-de-France. Donc, c'est petite et grande couronne hors Paris, ce qui représente environ 4 millions d'usagers qui est desservi par l'eau du CEDIF. Donc, on a une compétence unique qui est la production et la distribution d'eau potable sur notre territoire. Mais il faut savoir aussi qu'on distribue de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle de la vente d'eau en gros, à d'autres collectivités qui sont hors de notre territoire. Donc, au sens du Code de la commande publique, on est à la fois entité adjudicatrice quand on est dans nos marchés en lien avec le réseau d'eau potable et pouvoir adjudicateur pour le reste de nos achats. On est propriétaire de 100% de notre patrimoine. Donc, on a 3 usines de production d'eau potable. Donc, je vous ai mis une petite photo en bas à gauche de l'usine de Méry-sur-Oise qui traite l'eau de l'Oise. Une usine à Neuilly-sur-Marne qui va traiter l'eau de la Marne. Et une dernière usine à Choisy-le-Roi qui traite l'eau de la Seine. On a également des réservoirs, des stations de pompage, des stations de chloration, de transfert. Donc, c'est tout ce qu'on va appeler nos sites distants par rapport aux usines de production. Et enfin, on a aussi un réseau de canalisation, de transport et de distribution. La différence avec les canalisations de transport, ça va être les plus grosses, donc celles que vous allez voir en bas à droite. Et les canalisations de distribution, ça va être les toutes petites canalisations qui vont directement jusqu'au consommateur. Et enfin, voilà, une partie de notre activité fait l'objet d'une concession de service public. Mais là, c'est hors périmètre du SPASER, donc je ne vais pas m'y attarder. Donc, les achats au CEDIF, rapidement, on a toujours été autour d'une dépense annuelle environ de 100 millions d'euros. Donc, on l'a dépassé seulement en 2021. Et donc, on est assujetti à l'obligation d'avoir un SPASER depuis le 1er janvier 2023. Donc, c'est pour ça qu'on s'y est attelé. En termes de marché, principalement, on va passer des marchés de travaux qui sont en lien avec du coup la construction d'ouvrages, le renouvellement de nos canalisations et tout ce qui est les études et les diagnostics associés à ces opérations de travaux-là, donc pour lesquelles on va être entité adjudicatrice et dans une plus petite mesure des marchés de fournitures courantes et services. Donc là, ça va être vraiment pour la gestion administrative du syndicat. Et en termes de structuration, donc on est une direction des affaires juridiques avec une directrice, un pôle marché avec une adjointe. On est 4 juristes comme moi et 2 assistantes. Pour rentrer dans le vif du sujet, quand j'ai commencé à préparer cette présentation, je me suis demandé ce que je pourrais vous apporter. Et du coup, j'ai listé ici les questions qu'on s'est posées tout au début du projet. Donc déjà, il faut savoir qu'on l'a vraiment préparé comme en mode projet. Voilà, on s'est vraiment appuyé à suivre une méthodologie un peu précise. Et donc, on a commencé par rédiger une note de cadrage. Donc, nous, c'était à destination de notre directeur général des services. Et du coup, on a essayé de lister les questions qu'on se posait et voilà, et pour savoir comment on allait pouvoir élaborer, en tout cas, arriver à l'élaboration de notre politique achat responsable. Donc, tout d'abord, on s'est posé la question de savoir qui devait porter ce sujet-là. Donc, nous, la particularité au CEDIF, c'est que le sujet a été porté d'abord par les agents
Et ensuite, ça a été remonté à la direction générale et aux élus. Donc, dans la plupart du temps, c'est plutôt une volonté qui est politique et qui redescend. Nous, c'était le sens inverse. Et du coup, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'à chaque étape, on a bien tenu au courant chaque personne de l'avancée, voilà, pour qu'ils puissent aussi s'approprier le sujet. Donc, on a aussi déterminé les enjeux, outre les enjeux d'obligation légale, voilà, de ce que allait porter le SPASER pour le CEDIF. Et ensuite, comment le SPASER peut s'inscrire dans la politique environnementale de sa collectivité. Donc, nous, en fait, il faut savoir on est certifié ISO 14001, ISO 9001. Voilà, on a plein d'actions en faveur de la préservation de la biodiversité, de la ressource, parce que forcément, on est dans un sujet environnemental avec l'eau. Et donc voilà, on a vraiment organisé la construction du SPASER autour de notre politique environnementale pour vraiment montrer à notre direction générale et aux élus que ce n'était pas un énième document et que ça s'inscrivait bien dans un contexte et qu'il y avait un sens à l'élaboration de ce SPASER. Aussi, on s'est interrogé sur les ressources, donc sur les moyens humains, techniques, financiers qui étaient mis à notre disposition. Donc, il faut savoir déjà, en termes de moyens humains, on est une petite équipe. Donc, moi, je travaillais dessus à temps plein, mais j'avais aussi toutes mes autres missions de juriste. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. C'est beaucoup de temps à dédier, à consacrer. Il faut savoir aussi que vos collègues qui vous accompagnaient, donc nous, c'était principalement les services techniques, ils avaient aussi d'autres projets à mener en parallèle. Donc voilà, il faut réussir à s'inscrire dans tous les projets menés par la collectivité. Donc c'est vrai que nous, on a dédié peut-être un peu moins de temps de concertation avec les services techniques, mais on a essayé d'avoir du temps de qualité. En termes de moyens techniques, nous, notre principale difficulté, c'était qu'on crée carrément un volet social. Voilà, c'était des choses que les marchés réservés, les clauses d'insertion n'en faisaient pas. Donc, on s'est rapproché rapidement de Maximilien, voilà, pour savoir comment on allait pouvoir être assisté dans cette phase-là d'élaboration de notre volet social. Et en termes de moyens financiers, donc qui rejoint la question du budget, ça, dès le départ, nous, on a eu assez carte blanche. On n'a pas fait le travail de budgéter l'intégralité du projet. Aujourd'hui, moi, je suis juste en mesure de calculer le montant qu'on a dépensé avec nos prestataires externes, mais le montant interne de ressources, ça, c'est pas un travail qu'on a fait. Je sais que d'autres collectivités l'ont fait. Mais juste pour vous donner une idée, nous, on en est arrivé à 61 000 €, voilà, hors frais internes. Donc, c'est vrai que ça peut être un budget qu'il faut savoir un peu calibrer dès le départ. Il faut aussi, dans cette note de cadrage, savoir quelle direction et quel service associer. C'est important aussi que la direction générale ait l'information de qui va être sollicité. Donc, nous, on est une petite structure, on est environ 110 agents. Donc, pratiquement tous les services et toutes les directions ont été associés. On s'est aussi posé la question de savoir si on allait se faire accompagner par un AMO ou pas. Donc ça, comme je vous le disais, comme j'étais toute seule sur le sujet, la question ne s'est pas posée trop longtemps. On s'est dit que c'était indispensable de se faire accompagner par un AMO. Donc on a fait voilà, d'un petit sourcing. On a passé un marché sans publicité ni mise en concurrence. Voilà, on leur avait donné l'émission d'élaborer du coup en co-construction avec nous notre politique achat responsable. Et voilà, ça m'a déchargée sur certaines petites tâches de préparer, par exemple, des ateliers, de préparer des comptes rendus. Voilà, c'est vrai que ça soulage sur des tâches qui sont peut-être moins importantes dans une élaboration. On s'est aussi interrogé sur les prérequis à l'élaboration du SPASER. Donc ça, c'était quelque chose, on ne savait pas si on pouvait se lancer direct ou si voilà, il y avait des prérequis à avoir. Donc c'était en discussion avec notre MO, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de cartographie de nos achats et pas de cartographie des achats responsables. On savait ce qu'on achète, mais ce n'était pas centralisé à un seul endroit. Donc c'est un projet qu'on a mené aussi et qui n'était pas prévu dès le départ, ce qui nous a permis en parallèle d'élaborer notre nomenclature. Voilà, donc on a démarré avec l'élaboration du SPASER et d'une nouvelle nomenclature.
Donc, ces 2 projets ont été menés conjointement au départ et ensuite, ils ont chacun suivi leur voie. En termes d'échéance aussi, je pense que c'est important de savoir dès le départ à quel moment le projet va s'arrêter et à quelle instance il va falloir passer. Donc, nous, c'était assez facile parce qu'en termes d'instances délibérantes, on a 3 comités par an. Il y en a un au printemps et 2 en fin automne-hiver. Donc voilà, quand on a commencé début 2023, on savait rapidement qu'en fait, il fallait qu'on vise le comité de juin 2024, ce qui nous laissait un peu moins d'1 an et demi. Et aussi à s'interroger dès le départ, je pense, sur les outils qu'il va falloir mobiliser. Parce que nous, on l'a intégré à notre marché d'AMO. Voilà, on lui a demandé qu'il travaille avec nous aussi sur des tableaux de reporting pour calculer les indicateurs. Donc, je vous ai mis un petit planning, voilà, de la manière dont on a fonctionné. Donc, je dirais qu'on a élaboré notre SPASER sur une année, donc de juin 2023 à juin 2024. Mais dans cette année, je compte pas les formations que j'ai pu faire, les webinaires suivre, la recherche de ressources documentaires, le benchmark, etc., la note de cadrage. Ça, c'était un peu le travail amont préparatoire, mais vraiment, quand on est rentré dans le vif du sujet de l'élaboration, on a mis une année. On a suivi donc une méthodologie assez classique. On a commencé par un état des lieux. On a regardé ce qu'on faisait, nos bonnes pratiques. Voilà, on a redécouvert des documents qui étaient peut-être un peu cachés dans notre réseau. On a un peu ressorti tout ce qui avait été fait en termes d'environnement, de sociétal, et cetera. Et voilà, on a fait un travail de lecture, d'appropriation avec notre AMO. Ensuite, on a travaillé sur la cartographie des achats. Voilà, ça c'était un travail que l'AMO, voilà, on lui a délégué et voilà, il nous a rendu un un document un peu type de savoir qu'est-ce qu'on achetait et comment on l'achetait, en lien avec la nomenclature. Ensuite, on a une période de concertation, donc elle s'est déroulée en 2 temps. D'abord des entretiens. Donc nous, on a fait le choix de faire des entretiens avec tous les chefs de service. Donc voilà, ça a duré 1 heure, entretien individuel et on leur demandait quelles étaient leurs bonnes pratiques en termes d'achat, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur marché, qu'est-ce qu'ils voudraient faire de plus. Et ensuite, ces entretiens-là nous a permis de préparer les ateliers. Donc nous, on a fait 3 ateliers donc qui étaient en fonction du coup de l'organisation de nos services. Donc on a fait un atelier sur les travaux liés aux ouvrages, un atelier sur les travaux liés aux canalisations et un atelier beaucoup plus large sur les les achats un peu de fournitures courantes et services du siège du CEDIF, quoi. Les marchés pour lesquels on est pauvre adjudicateur. Donc à chaque étape de concertation, on a eu une étape de validation. Donc nous, on a mis en place un comité de pilotage qui se réunissait autour de la direction générale et aussi des chefs de service qui passent le plus de marchés en termes de volume et en termes financiers. On a eu pas mal aussi de présentations, voilà, donc on a eu une présentation aux élus de la commission d'appel d'offres. On a eu aussi une présentation à l'ensemble des agents, donc ça, j'y reviendrai sur le volet communication. On a aussi une commission des actions énergétiques et écologiques, donc on leur a aussi présenté, voilà, à différentes phases, en fait, on a tenu au courant les élus et l'ensemble des agents de l'évolution du projet. Donc là, je vais vous faire un petit focus vraiment sur l'élaboration en tant que telle. Donc, on a d'abord commencé par rédiger, moi, ce que j'ai appelé des fiches SPASER. Donc, à l'issue de la concertation qui a été engagée, voilà, on a fait des fiches en fonction des axes qu'on a identifiés. Donc, d'abord, on a identifié les 3 axes classiques sur l'environnement, sur le sociétal et sur la relation fournisseur. Et en plus, on a voilà, voulu travailler un axe innovation parce qu'au CEDIF, voilà, on a fait plusieurs marchés innovants, on a des conventions de R&D. Donc, on s'est dit, voilà, c'est vraiment un axe qu'on doit développer dans notre politique achat responsable. On a aussi dégagé
forcément nos enjeux et nos objectifs. Et ensuite, les actions. Donc là, on voulait vraiment avoir dans ces fiches Spazer des actions concrètes et vraiment des outils voilà, issus du code de la commande publique. Donc, par exemple, voilà, vraiment avoir des clauses, des critères, utiliser les variantes, avoir vraiment des outils opérationnels. Ensuite, on a travaillé sur les indicateurs. Donc là, je pense que c'est l'étape la plus difficile parce que c'est vraiment se projeter sur la mise en œuvre. Et donc, les indicateurs, il faut bien les définir, il faut qu'ils soient compréhensibles parce que quand on les établit à un temps T, c'est vrai qu'il va falloir par la suite savoir ce qu'on voulait dire, ce qu'on attendait, ce qui était recherché comme données. Il faut vraiment aller aussi vers de la donnée qui est déjà disponible. Nous, en fait, on s'est interrogé à savoir quelles informations on avait déjà en lien avec les informations qu'on pouvait récupérer des données essentielles de Maximilien, de notre GED, de notre outil de suivi financier. Voilà, on n'est pas été vers de la donnée qu'il fallait où on ne savait pas comment on allait la récupérer. Ensuite, s'interroger sur quel service va récupérer la donnée, parce que ça, c'est vrai qu'il faut aussi l'identifier pour pouvoir informer les services qui vont devoir être contributeurs tout au long de la mise en œuvre du Spazer. Et enfin, au CEDIF, on n'a pas pris le choix d'avoir des indicateurs avec des cibles. On estimait ne pas avoir un recul suffisant. Par exemple, indiquer, avoir une cible à, par exemple, 95% de nos marchés comprendront une clause pour mesurer l'empreinte carbone des chantiers, par exemple. On n'est pas allé sur cette voie-là, mais on s'est laissé la possibilité de le faire au fur et à mesure, voilà, en ayant une maturité un peu plus importante sur certains sujets, voilà, de vraiment cibler des objectifs un peu. Je sais que la région Bretagne le fait, voilà, c'est quelque chose sur lequel on espère pouvoir avancer. En termes de mode de gouvernance et de pilotage, donc là, on est resté sur quelque chose de très classique, avoir un comité de direction annuel vers lequel on va remonter les indicateurs, les difficultés, voilà, vraiment échanger pour pouvoir voilà, échanger sur aussi des résolutions de problématiques et avoir aussi à une CAO annuelle, présenter un peu ce qui est fait. Et la dernière partie, c'est vraiment l'habillage du document. Donc, on a travaillé d'abord sur l'introduction, sur l'édito. Voilà, nous, on n'a pas pris le parti d'avoir trop d'annexes. On a juste fait une chronologie des, des lois en lien avec l'achat durable. Et enfin aussi, on a voulu faire une référence aux objectifs de développement durable de l'ONU. On a vu que ça avait été fait par pas mal d'acheteurs et je trouve ça quand même intéressant puisque justement, ça fait un lien avec la politique environnementale qui peut être menée par la collectivité vraiment dans son ensemble. Et voilà, un volet que je voulais aussi aborder, c'est le volet communication, parce que je pense que c'est vraiment l'étape indispensable pour faire vivre le document. C'est vraiment voilà, se rapprocher de la direction de la communication. Nous, on les a associés dès le départ. Voilà, ils nous ont un peu aiguillés sur la manière dont on devait en faire la publicité. Et vraiment, je les en remercie vivement parce que je pense que sans eux et sans toutes les actions qu'on a mises en œuvre, le document, il ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Et, et je pense que c'est vraiment une étape indispensable. Donc voilà, je vous ai listé de manière exhaustive tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc on a d'abord eu un séminaire donc en septembre 2023 où on a présenté voilà, un peu voilà, toutes les lois qui étaient en lien avec l'achat durable. On leur a expliqué à quoi ça servait, pourquoi il fallait le faire et qu'in fine, on devait élaborer ce SPASER et qu'ils allaient être associés. Et voilà, donc ça c'est... Et je pense que ça a bien pris parce que du coup, tout le monde au CEDIF, même les agents qui ne passent pas de marché, se sont sentis concernés. On a aussi voilà, on a un journal interne qui s'appelle Info Eau et voilà, il y a eu 2-3 articles voilà,
sur l'élaboration du SPASER. On a eu plein de réunions, donc, voilà, avec les chefs de service, avec certains services techniques qui m'ont demandé de venir présenter dans leurs réunions hebdomadaires, voilà, le projet. Ensuite, on a eu l'élaboration, voilà, du document. Donc nous, on voulait vraiment avoir un document avec un esthétisme parce qu'on voulait que ce soit un document qui serve et qui soit regardé. On ne voulait pas faire un énième document juridique que les services n'allaient pas regarder. Donc ça, c'était un aspect très important pour nous. Donc on a fait appel à un prestataire externe. Donc on avait déjà un accord cadre sur ces sujets-là. Donc voilà, on a passé à un marché subséquent. Et donc, il nous a élaboré, voilà, en lien avec notre charte graphique, voilà, tout un concept. Donc, au départ, on lui avait demandé de nous faire 2 propositions, et une proposition un peu classique et une proposition, ce que moi j'ai appelé un peu plus pédagogique, voilà, avec moins de texte, un peu plus d'images, etc. Aussi, s'est posé la question de savoir si on devait imprimer ou pas ce document. Parce que c'est vrai que bon, on est dans l'achat responsable et avoir, je sais pas, 1000 documents Spazer voilà, qui peuvent être mis dans un coin et pas utilisés. On s'est demandé si c'était opportun ou pas. Donc notre direction, c'est tout de suite, voilà, a voulu avoir au moins quelques exemplaires papier parce que voilà, ils estimaient que c'était important pour nos élus d'avoir une version qui puisse toucher. Donc voilà, on a limité l'impression au minimum et on a quand même été regardant sur la qualité du papier. Malheureusement, on n'a pas trop eu le temps de regarder la qualité de l'encre, mais c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Et on a aussi fait des cartes de visite. Donc du coup, là, je me vois pas, mais voilà, on a fait des cartes de visite comme ça, avec un QR code. Euh, et du coup, ces cartes-là, elles sont vraiment à destination de tous les prestataires externes. Voilà, quand on reçoit des entreprises, si on fait du sourcing, si on va dans des salons, voilà, c'est vraiment pour qu'ils puissent communiquer dessus dans leur entreprise. En termes d'autres actions de communication, on a fait une vidéo. Donc cette vidéo, elle a été diffusée avant le vote au comité et elle est aussi disponible sur notre site internet. Voilà, donc distribution du livrable aux élus, aux agents. Donc communication sur notre site internet, c'est sur LinkedIn. Et donc pour les nouveaux arrivants, on distribue ce Spazer avec, par exemple, en même temps que la charte de déontologie, enfin voilà, les chartes informatiques, etc. Et on fait une présentation de la politique achat responsable du CESIF pour que, voilà, c'est pas parce qu'ils arrivent qu'il ne faut pas qu'ils aient un niveau d'information suffisant à ce niveau-là. Et dans chacun de nos cahiers des charges, du coup, on insère aussi le lien de notre Spazer, voilà, pour cibler un peu les entreprises qu'on n'aurait pas pu cibler sur les réseaux sociaux et sur toute la campagne de communication qu'on a eue. Et voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, je vous ai mis en haut à droite le QR code. Voilà, si vous voulez aller voir le résultat sur notre site internet. Donc voilà, on a vraiment essayé d'avoir quelque chose d'esthétique. Voilà, sur la page de garde, chaque petite image est réfléchie. Et par exemple, là, on a mis une femme avec un casque, parce que déjà, ça a représenté l'égalité femmes-hommes sur les chantiers. Et au CEDIF aussi, on a une forte féminisation du métier d'ingénieur. Donc voilà, pour nous, par exemple, c'était important d'avoir cette image-là dans notre page de garde. On a voulu quelque chose aussi où il y ait peu d'écriture. Donc là, je vous ai mis, par exemple, l'enjeu numéro 5. Voilà, voilà, en fait, on a essayé de penser à tout pour que quand nos collègues qui n'aiment pas forcément tout ce qui est lié au marché, aux achats, ce qui est trop juridique, voilà, que ce soit une lecture assez simple et voilà, compréhensible. Voilà, on a tous nos objectifs qui sont placés à droite de la feuille, les actions en bas. Enfin, voilà. On a essayé de réfléchir pour que ce soit le plus lisible possible. Et pour finir, je vous ai un peu récapitulé voilà, les conseils que je pourrais donner. Donc, c'est vraiment ne pas sous-estimer le temps à consacrer à l'élaboration du spazer. Parce que vraiment, voilà, suivant
les conditions dans lesquelles on l'élabore, si on est 100% consacré au sujet ou pas, voilà, ça va changer. Et honnêtement, moi, voilà, j'avais un peu deux jobs en même temps, ce que voilà, je dis souvent. Et c'est vrai que voilà, ça a été des grosses journées. Voilà, pas sur un an, c'était par période, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même à ne pas négliger. C'est dès le départ lever les craintes des élus, de votre direction et des agents. C'est vraiment les associant le plus tôt possible. Donc voilà, c'est là où le volet communication va être très important. C'est pas leur mettre enfin, devant le fait accompli de l'élaboration, c'est vraiment qu'ils puissent y participer. Il faut vraiment être dans une co-construction. C'est aussi donner du sens. Euh, donc là, moi, je vous ai mis comme exemple ne pas hésiter à faire des liens avec la vie quotidienne. Donc, par exemple, quand j'ai présenté le Spazer au séminaire, en face de moi, j'avais pas que des cadres, j'avais pas que des personnes qui allaient passer des marchés. Et voilà, donc je leur ai un peu fait le parallèle avec voilà, quand ils vont faire leurs courses, c'est aujourd'hui, vous avez plus le ticket de caisse qui est imprimé automatiquement. Voilà, c'est la fin des gobelets jetables. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment aussi quand vous allez faire vos courses, vous faites attention au prix, vous faites attention aussi de la manière dont est produit l'article, voilà, d'où il vient, est-ce que c'est quelque chose de bio, etc. Et donc, en fait, c'est la manière d'acheter moins mais mieux dans votre vie quotidienne, il faut aussi qu'elle soit transposée dans la collectivité et aussi s'entourer de personnes moteurs, voilà, de personnes qui sont déjà convaincues qu'il faut aller sur ces sujets-là. C'est aussi avoir un AMO de confiance et aussi, voilà, nous, on s'est rapprochés de Maximilien et voilà, ils ont été aussi un grand soutien parce que voilà, on avait sur le volet social, voilà, on partait un peu de zéro et c'est vrai que d'avoir fait des rendez-vous avec eux, ça nous a permis un peu de nous enlever quelques appréhensions. C'est aussi faire des compromis. Voilà, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Ou en tout cas, nous, on n'a pas pu tout faire. Et voilà, on a priorisé ce qu'on pouvait faire. On s'est dit, voilà, c'est notre première version. On pourra la faire évoluer. On ne s'est pas trop mis la pression dessus. Voilà, on a essayé de faire quelque chose d'ambitieux, mais en se disant, voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Avec les personnes qui nous entourent aussi, parce que voilà, tout le monde ne peut pas tout faire. Il y a d'autres projets en parallèle. Donc, c'est vraiment voilà, euh, faire, euh, faire comme on peut, j'ai envie de dire. Et enfin, c'est l'élaboration du spazer, c'est une phase. Euh, et dès cette phase-là, il faut vraiment avoir une vision globale et il faut aussi penser à l'après, comment il va être mis en œuvre. Et je pense que cette partie-là, faut pas la mettre de côté en se disant on élabore la politique et on regarde comment on la mettra en œuvre après. Donc ça, c'est un peu nous l'écueil que moi j'ai eu. Voilà, aujourd'hui, je suis en plein dans sa mise en œuvre et je me pose encore plein de questions que j'aurais dû mettre sur la table un peu avant. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser toutes les questions dès le départ et se dire que l'élaboration, c'est une phase, mais il faut penser aussi à l'après. Et voilà, pour moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup, c'était une présentation vraiment très intéressante, très pratique. Donc nous avons quelques questions Oui. pour vous. Alors tout d'abord, on a deux personnes qui nous demandent quelle est la valeur ajoutée de l'accompagnement par un AMO. Alors, en tout cas, enfin, pour nous, en fait, c'était vraiment déjà de se mettre un peu le pied à l'étrier, si j'ai envie de dire, parce qu'on ne savait pas vraiment comment démarrer. Voilà, c'est déjà savoir quels prérequis il fallait avoir, est-ce qu'on était prêt. C'est aussi avoir une méthodologie un peu clé en main. Voilà, c'est nous, en fait, voilà, on avait un an d'élaboration et le fait d'avoir un AMO, ça nous a permis de gagner un peu de temps et de rentrer dans ce délai-là. Et c'est aussi d'avoir des personnes compétentes. Enfin, nous, on voulait vraiment avoir des personnes qui avaient déjà travaillé sur ces sujets-là, voilà, qui étaient un peu experts. Et voilà, je pense que c'est ça. Voilà, moi, avant de commencer le Spazer, je n'étais pas une spécialiste des achats responsables, je ne le suis toujours pas. Mais du coup, voilà, c'est d'échanger avec ces personnes-là qui étaient vraiment experts dans leur domaine. Je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée à leur accompagnement. Merci.
Euh, Au niveau de l'AMO, on a encore quelques questions. Alors, quelles ont été les missions qui ont été externalisées à l'AMO? Et aussi, quelle est l'AMO qui vous a accompagné et pour quel montant? Alors, vous nous avez déjà dit que c'était un marché à moins de 40 000. Ouais, donc Euh, on a un petit peu moins de 40 000, donc hmm. vraiment à la limite. Et le nom de l'AMO, du coup, c'est ASEA, donc ASEA. Euh, voilà, mais après, enfin, si vous retrouvez sur LinkedIn, vous aurez les contacts. Voilà, quand on avait publié notre post en juin dernier, il y avait les noms des personnes qui nous ont accompagnés. Voilà, je ne sais pas si je peux leur donner leur nom. Là, ils n'étaient pas au courant, mais voilà, si vous voulez aller chercher, on avait mis leur compte LinkedIn dans l'annonce de la parution. Et la dernière question, j'ai oublié. C'était sur les, comment dire, les missions Ah particulières que oui, vous les aviez missions. externalisées. Du coup, nous, c'était la cartographie des achats. Donc, voilà, on leur a donné un peu accès à notre outil de suivi financier, voilà, pour savoir voilà, ce qu'on a acheté je crois qu'on a fait sur les 3 dernières années. C'était aussi la préparation des comités de pilotage, donc ceux qui préparaient le support, qui l'animaient, la préparation des entretiens, des ateliers, de faire les comptes rendus. Aussi, qu'est-ce qu'on leur a demandé d'autre? On leur a demandé aussi de rédiger des tableaux de suivi, justement pour les indicateurs. Et on a eu aussi une petite, alors avant chaque atelier, on a eu une mini aussi formation sur un peu le b.a.-ba des achats responsables. Ça a duré 30 minutes, voilà, une petite mini formation. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va prendre le temps pour deux dernières questions. On a une personne qui nous demande quels axes plus spécifiques en lien avec votre compétence eau potable vous avez pu identifier. Et oui, bah, je vous propose de répondre déjà à celle-ci, et puis on fera la dernière question après. Un axe spécifique, on n'en a pas vraiment de... En vrai, on est resté dans quelque chose d'assez classique. Après, c'est plutôt dans la manière dont on va mener les actions, où c'est un peu plus en lien avec l'eau potable. Mais c'est vrai qu'on est resté sur des choses assez générales dans notre politique. Euh, j'ai pas de... J'ai pas d'exemple où Non. Non, non, on est resté dans quelque chose d'assez général qu'on adaptera en fonction. Après, c'est vrai que l'eau potable, enfin, c'est très réglementé, donc on peut pas non plus. Je sais qu'aujourd'hui, on a des sujets de réutilisation des eaux, voilà. Enfin, il faut aussi qu'on voit avec la réglementation. Donc non, on est resté toujours dans des axes et des enjeux assez larges et pas propres que à l'eau potable. D'accord, merci. Et alors, on a une question aussi sur un concept que vous auriez peut-être intégré dans votre spazer, c'est la notion d'entreprise accueillante. L'entreprise accueillante étant la valorisation faite par les entreprises par rapport aux stagiaires, à l'accueil d'étudiants en alternance, etc. Alors, ça me dit rien, non. Enfin, nous, enfin, on a juste fait quelque chose de... je comprends pas trop. J'ai pas mis ça dans on n'a pas ça dans notre spazer, mais Oui, a priori, en voilà, tout on cas, sort un peu du cadre achat responsable. Bon, alors peut-être que Madame Mezzo parle plutôt de votre politique générale au CEDIF. alors là, si on parle de la politique générale, c'est plutôt au niveau des ressources humaines, donc je vais pas pouvoir trop vous aider. Mais non, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Très bien. Eh bien, écoutez, du coup, alors je vous propose qu'on termine là. J'ai une dernière question de Madame Pomeray qui demande si vous allez continuer à travailler avec votre AMO pour le suivi du spazer. Pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a fait. Alors, enfin, vraiment, je suis ravie d'avoir travaillé avec eux. Après, voilà, c'est des choix un peu de direction. Euh, pour l'instant, voilà, moi, je suis un peu
voilà, je nage un peu sur comment le mettre en œuvre parce que voilà, je suis toute seule sur le sujet et donc pourquoi pas? Pour l'instant, voilà, on essaie de le faire en interne, mais voilà, pourquoi pas? Une fois que j'aurai un peu des idées un peu plus claires sur comment tout mener de front, pourquoi pas? D'accord, bah, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les mettre dans le chat. Soit on aura le temps en fin de présentation de revenir dessus, soit on pourra peut-être vous mettre en lien avec Madame Ballet pour répondre à ces questions. Pour ne pas perdre trop de temps, je vous propose qu'on enchaîne avec la prochaine présentation donc de Monsieur Bareillet. Je ne sais pas si vous êtes, si je vous ai vu tout à l'heure. Est-ce que vous préférez présenter ou est-ce que vous voulez qu'on diffuse votre PowerPoint? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je préférerais que vous diffusiez mon PowerPoint parce que je ne l'ai pas sous la main pour l'instant. Très bien. Alors, je m'en charge. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. R et hop, voilà. Donc voilà, merci de m'avoir invité pour cette présentation du Spazer départemental 2024-2028 et plus particulièrement sur la méthodologie de mise en place de ce Spazer. On a eu une très belle présentation par la précédente intervenante. Moi, ma présentation est beaucoup moins aboutie étant donné qu'on a été sollicité récemment par le GIP Maximilien pour intervenir, mais c'est un plaisir d'intervenir et de vous partager cette expérience. Merci encore en tout cas d'intervenir aujourd'hui avec nous. Je vous en prie. Alors, je voulais commencer par quelques chiffres clés des achats du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. C'est 250 contrats publics par an avec des contrats assez importants, de gros accords cadres, des consultations avec plusieurs lots dans le domaine des travaux pour nos bâtiments, des travaux de construction de collèges, des travaux sur la voirie, par exemple. On a en 2024 450 millions d'euros de dépenses achats, ce qui nous place dans des scopes d'acheteurs moyennement importants à assez importants, hein. Si on compare par rapport à France Travail, par exemple, le budget d'achat, c'est 1,6 milliard par an. On a 800 contrats en cours d'exécution, donc contrats qui vivent et qui se déploient tous les jours avec nos directions métiers. Et nous avons aussi 1900 fournisseurs qui travaillent au quotidien avec nous, ce qui est un chiffre relativement important. À titre de comparaison, la région Île-de-France, c'est 2600 fournisseurs, par exemple. Alors, je vous présente un peu rapidement la structure du Spazer. Donc, c'est un Spazer qui a une durée de vie de 4 ans, 2024-2028, avec des axes relativement classiques concernant les achats socialement responsables, concernant les achats écologiquement responsables. Et puis, il y a un dernier axe que ma direction pilote tout particulièrement, c'est la partie achat économiquement responsable. Et pour vous donner un- une idée très générale sur notre Spazer, on considère que notre Spazer est notre politique achat, c'est-à-dire que notre Spazer va donner le cap en matière d'achat et notamment en matière d'achat socialement responsable, écologiquement responsable et économiquement responsable.
Je voulais aussi vous faire un focus assez rapidement sur la structure de notre spazer, avec un spazer qui est structuré en engagement. Nous avons 17 engagements dans notre spazer sur les 3 axes. Nous avons aussi organisé notre spazer avec des grands objectifs qui sont en lien avec les engagements. Nous avons aussi défini des actions à mettre en place au sein de notre spazer pour tenir les engagements et pour atteindre les objectifs. Et enfin, nous avons mis en place un certain nombre d'indicateurs permettant de mesurer notre état d'avancement par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés et par rapport aux engagements que le spazer prend avec, je vous le rappelle, mais vous le savez certainement, des indicateurs qui sont assez importants dans un spazer dans la mesure où ces indicateurs devront être publiés tous les 2 ans. Nous, on a plutôt fait le choix de publier ces indicateurs tous les ans. Mais je reviendrai plus en détail sur cette organisation et sur cette structure dans la présentation que je ferai sur la méthodologie. Alors, on va vous présenter brièvement nos différents axes dans notre spazer. Il y a un premier axe qui est un axe achat socialement responsable. Je pense qu'il doit y avoir Jean-Gaël Bakeli qui participe à cette présentation. Et Jean-Gaël Bakeli, c'est notre spécialiste des achats socialement responsables. Et je l'avais convié pour qu'il présente en 2 mots ces différents engagements. Je ne sais pas s'il est là. Bonjour, oui, oui, Franck, je suis là. Bonjour Jean-Gaël. Bonjour à toutes et tous. Franck l'a rappelé, mais du coup, on a été très, très moteur à 3 directions sur chacun des axes. Effectivement, sur l'axe social, du coup, c'est la direction insertion emploi que je représente qui a pu contribuer particulièrement. Et donc, on a 3 engagements dont 2 qui sont des engagements qu'on maîtrisait déjà, mais sur lesquels on a affiché des ambitions beaucoup plus fortes, qui sont l'engagement numéro 2 et l'engagement numéro 3. Un engagement numéro 2 qui est vraiment d'accroître le recours au dispositif des heures d'insertion dans les contrats du département, quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on souhaite vraiment amplifier et surtout diversifier en termes de secteur d'activité, en termes de métiers proposés, en termes de typologie d'activité qu'on a sur cet engagement-là. Et puis l'engagement numéro 3, qui est pareil, quelque chose qu'on pratiquait déjà, mais sur lequel on a souhaité vraiment beaucoup mettre l'accent, qui était d'accroître le recours aux marchés réservés, aux achats directs, aux structures de l'insertion, aux structures du handicap, avec des engagements en termes de montants précis qui seraient dévolus à ces structures-là chaque année, et un nombre de marchés aussi précis qui leur seraient dévolus chaque année. Et puis le premier engagement qui est plus novateur pour la pratique départementale, qui était d'intégrer des considérations sociales au sens large sur notre commande publique. Donc des considérations sociales qui seraient plus larges que la seule question d'insertion ou d'accès des structures ESS au marché, mais de se poser les questions sur les conditions d'égalité professionnelle femmes-hommes, de lutte contre toutes les discriminations, de conditions de travail des salariés, et d'avoir vraiment une réflexion beaucoup plus large avec les directions opérationnelles qui connaissent le mieux leur secteur d'activité sur voilà, quelles seraient les considérations les plus pertinentes à mettre en place et quel niveau d'engagement on se fixerait par typologie de secteur. Donc ça, c'était notre engagement qui nous demande le plus de réflexion actuellement, pour le faire en 2 mots sur l'axe social. Merci Jean-Gaël. Il y a également un axe 2, achat écologiquement responsable. Je vais aller très vite aussi, puisque c'est pas forcément
le centre de nos préoccupations ce matin. Donc, vous voyez, il y a 5 engagements, des engagements assez importants, notamment en termes de critères environnementaux, puisque notre SPASER a souhaité aller au-delà de ce que prévoit la réglementation à horizon 2026 pour intégrer dans nos réflexions et dans notre démarche déjà, dès maintenant, le fait d'avoir un critère environnemental dans le cadre des consultations que nous pouvons lancer. Vous avez l'engagement numéro 4 qui est aussi très important sur la mise en place de référentiels environnementaux pour les opérations de travaux afin que les programmations de travaux prennent bien en compte cette partie écologiquement responsable dans le cadre justement du programme et pour les marchés qui arrivent par la suite. J'en dis pas plus. Et alors, il doit y avoir une petite erreur, j'ai dû faire une petite erreur sur le PowerPoint. On va passer directement à l'axe 3. Voilà, l'axe 3, l'achat économiquement responsable, voilà, des 5 engagements également par rapport à cet aspect. L'engagement numéro 9 qui est un peu le nerf de la guerre pour travailler notamment sur la réduction du délai global de paiement, l'amélioration, je dirais, du délai global de paiement. Et un autre engagement, l'engagement numéro 12, qui est de promouvoir l'achat innovant. Ça, c'était une idée forte que j'ai mise en avant, qui a été validée par les élus pour promouvoir l'achat de solutions innovantes dans le cadre de la commande publique du département. Je crois qu'il y avait une question sur l'achat innovant lors des inscriptions, donc je pourrais y répondre plus tard si cette question revient. Alors, la méthodologie d'élaboration du SPASER, donc je vais vous décrire plusieurs phases qui ont été travaillées et sur lesquelles qu'on a développé. Il y a une phase amont à la mise en place du SPASER qui a duré environ un mois. Euh, la chance que l'on avait et l'opportunité que l'on avait, c'était que nous avions déjà un SPASER depuis 2018. Donc, nous avions déjà un retour d'expérience euh, en la matière. C'était un spazer qui n'était pas forcément très pertinent sur ses modalités de suivi. C'était un peu un millefeuille de ce que l'on faisait en 2018 et que toutes les collectivités faisaient en 2018, à savoir mettre dans le spazer le maximum de choses avec les difficultés que cela peut impliquer en termes de suivi et de caractère opérationnel du SPAS. L'autre élément qui était important en phase amont, c'était les politiques départementales qui sont très fortes au niveau du conseil départemental en matière sociale et en matière environnementale, avec une vraie nécessité au niveau des élus, mais aussi au niveau du pilotage du conseil départemental, de continuer à améliorer ce qu'on faisait en matière sociale et de continuer à améliorer en matière environnementale de ce qu'on faisait. Le benchmark de différents spacers existants, bon, on est allé voir concrètement ce que les autres collectivités avaient mis en place en termes de spacer, comment leur spacer était organisé, comment ils s'articulaient, quelles étaient les préoccupations des autres collectivités. Donc je pense qu'on a benchmarké une douzaine de collectivités pour mieux voir ce qui se faisait ailleurs pour déployer le nôtre.
En termes d'organisation, ma direction, la direction de la commande et de l'achat public, a été désignée par la Direction générale des services comme pilote du projet Spazer. Et donc, on était dans une situation où c'était ma direction qui pilotait l'organisation en mode projet de ce chantier Spazer 2024-2028. Donc, ma direction qui était très bien identifiée en termes de pilote et en termes d'organisation, avec un chef de projet au sein de ma direction qui était le chargé de mission qui m'était rattaché et donc qui pilotait le projet, donc avec un chef de projet. Et ça, c'est très important d'avoir une responsabilité de chefferie de projet. L'autre élément qui est très important en termes de méthode, ce qui implique que, contrairement au syndicat des eaux d'Île-de-France, nous ne sommes pas passés par un AMO. Eh bien, c'est que nous avons, dans le cadre de l'élaboration du Spazer, deux directions qui sont très solides, très expertes, et qui ont contribué à l'élaboration du Spazer de manière tout à fait dynamique et de manière tout à fait pertinente. C'est la direction de la transition écologique qui traite tous les aspects environnementaux dans la collectivité. Et nous avons la chance d'avoir aussi la direction de l'insertion de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire qui traite toutes les questions sociales dans la collectivité en rapport avec les achats et le travail avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ces deux éléments de structuration, ma direction comme pilote et deux directions qui étaient très solides en matière environnementale et en matière sociale, ont fait que nous n'avons pas choisi de suivre la voie de nous faire aider par un AMO dans le cadre de ce projet. Donc la phase amont qui dure un mois à peu près, pour mettre en perspective l'élaboration du Spazer hors période estivale de congé d'été, ça a duré à peu près 7 mois. On a, suite à cette phase de amont, une phase de concertation. Hein, donc, on a associé à la rédaction du Spazer les 5 directions les plus importantes en termes d'achat, les plus importantes en termes de volume de marché qu'elle lance. Donc, pour les associer à l'élaboration de ce Spazer, c'est par exemple la direction des bâtiments de la logistique, la direction de l'éducation qui pilote tous les collèges du département, la direction de l'eau et de l'assainissement, donc faisait partie de ces directions. Et on a organisé pendant ces 2 mois 3 ateliers qui réunissaient ces 5 directions, les directions qui pilotent la partie environnementale, la partie sociale et ma direction. Donc 3 ateliers, un par axe, un atelier sur l'aspect social, un atelier sur l'aspect écologique et un atelier sur l'aspect économique. Pour que les directions, justement, puissent contribuer à l'élaboration de ce Spazer. Donc, on est venu pendant ces ateliers avec les 2 directions contributrices et ma direction, avec un certain nombre de propositions, de pistes, un certain nombre d'idées par rapport au Spazer, sur lesquelles on a demandé l'avis des directions et sur lesquelles on a fait des propositions, sur lesquelles on a recueilli les quelques craintes des directions. En fait, on est parti sur ce schéma
afin d'apporter des pistes de réflexion déjà pour que les directions aient des idées, parce que les directions n'ont pas forcément les idées claires sur le spazer. Et donc, on est intervenu à ce niveau pour déjà proposer des pistes. Et on a échangé avec les directions qui avaient certaines craintes par rapport au spazer, des craintes, par exemple, sur la nécessité de prévoir un délai, un critère de jugement des offres environnementales dans nos marchés. Alors, on leur a dit qu'on devançait la réglementation et que c'était de toute façon obligatoire à horizon 2026 d'avoir un critère environnemental dans les marchés. Mais certaines directions trouvaient que ça allait dégrader le fait de choisir une entreprise et que on était dans une situation où on achèterait une solution moins qualitative si on introduisait un critère de jugement des offres avec une dimension environnementale, ce qui faisait baisser potentiellement la pondération du critère prix ou la pondération euh, du critère valeur technique. Mais donc il y avait une forte demande de la part du pilotage du conseil départemental, notamment au niveau des DGA et du DGS, d'aller vers plus de considération environnementale dans nos marchés, quitte à peut-être payer plus cher des prestations. Donc, il y a eu aussi, pendant cette phase de concertation, tout un sponsoring de la part du DGS et de la part des DGA pour aller vers un spazer, notamment avec des considérations environnementales plus accrues. Euh, voilà pour cette partie. Il y a eu une phase de rédaction également de 2 mois. Donc, à partir du moment où on a fait tous les ateliers, à partir du moment où on a recueilli tous les avis des directions, à partir du moment où on a fait tous les retours d'expérience, pris en compte les demandes, on a eu une phase de rédaction. Donc, rédaction des engagements, des objectifs, des actions et des indicateurs. Et donc une rédaction qui a été prise en charge par ma direction et par le chargé de mission qui travaille avec moi, une rédaction conjointe avec la direction de la transition écologique et résilience sur la partie environnementale, une rédaction conjointe avec la direction de l'insertion de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire sur la partie sociale. Et c'est ma direction qui a pris en charge la rédaction de l'axe 3 sur la partie économique avec des allers-retours entre les directions, un premier jet de rédaction par nous et des allers-retours avec les directions sur la bonne rédaction. Et moi, ce que je voulais mettre en évidence à ce stade, c'est la notion notamment d'indicateur. Dans le processus d'élaboration du spazer, nous avons des indicateurs pour chaque engagement et il est très important d'avoir des indicateurs qui sont faciles à remonter par rapport à la donnée. Parce que il faut des indicateurs qui soient très opérationnels, il faut des indicateurs qui soient simples à compiler. Et ça, c'est un élément important que je voulais mettre en avant. Parce que si on a un indicateur pour lequel les données doivent être traitées dans un délai d'une semaine pour que cet indicateur soit constitué, c'est pas forcément la bonne pratique. Donc, quand on rédige un indicateur, il faut avoir à l'esprit que l'indicateur doit être constitué de manière simple avec les données qu'on a sous la main. Donc ça, c'est un élément très important. Et dernière chose, dernière étape,
une étape de validation du SPASER, donc validation par le pilotage du conseil départemental avec la mise en place d'un COPIL. Alors, ce COPIL, pendant la durée d'élaboration du SPASER de 7 mois, s'est réuni 2 fois. Et on s'est rendu compte, mais ça c'est quelque chose de tout à fait normal, que lors de la dernière réunion, il y avait encore des ajustements à faire sur la rédaction de notre SPASER. Une validation par les élus, bien sûr, en charge des questions sociales et environnementales, et une étape de vote du SPASER en assemblée également. Alors, le point qui est essentiel également, c'est le point en rapport avec la gouvernance du SPASER lorsqu'il est adopté. Précédemment, avec notre ancien SPASER qui datait de 2018, nous n'avions pas à l'époque mis en place une gouvernance pour suivre l'exécution, je vais dire, du SPASER. Eh bien, avec ce nouveau SPASER, et comme beaucoup d'autres collectivités, nous avons mis en place une gouvernance du SPASER qui était aussi quelque chose qu'on avait en tête, mais qui était une forte demande de nos élus. Et en fait, je me souviens de réunions avec les élus qui me disaient, oui, mais votre SPASER, il est très bien, mais comment vous allez vous assurer de l'atteinte des objectifs et des engagements du SPASER? Donc, il y avait une grosse attente au niveau de la mise en place de la gouvernance. Et ce qu'on a fait en termes de suivi de la mise en place du SPASER, c'est 2 comités qui ont des fonctions différentes, mais il y a un comité de pilotage, notamment avec la DG et les directions opérationnelles, qui va se réunir 2 fois par an. Et ce comité de pilotage a pour but de vérifier le niveau d'atteinte des engagements et de redéfinir peut-être des actions qui sont définies dans le SPASER pour s'assurer du niveau d'atteinte de ces engagements. Donc, si on se rend compte, par exemple, au niveau de l'insertion d'une clause environnementale dans les marchés et la nécessité d'avoir 100% de nos marchés où il y a une clause environnementale ou un critère environnemental, bah, si le niveau de 100% n'est pas atteint, on va peut-être réorienter nos actions, redéfinir de nouvelles actions pour atteindre ce résultat. En termes de pilotage et de suivi, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est un comité de technique qui se réunit 1 fois par mois avec la moitié des directions prescriptrices. Ça veut dire que chaque direction prescriptrice se réunit en comité de technique tous les 2 mois, en fait, pour faire une revue de programmation des marchés et pour identifier les marchés pour lesquels il va y avoir un travail d'adaptation du marché aux conditions du SPASER. Et donc, très concrètement, les directions qui se chargent de l'environnement et les directions qui se chargent de la partie sociale avec ma direction vont questionner les directions opérationnelles pour identifier les marchés sur lesquels il faut avoir un point d'attention et sur lesquels il y a un travail à faire pour intégrer les exigences du SPASER. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Moi, j'avais bien aimé la partie communication qui avait été présentée par le syndicat des eaux de Paris précédemment. Effectivement, la communication, c'est essentiel. Communication auprès des différents collaborateurs du CD 93. Communication aussi auprès des différents partenaires du CD 93, comme la CCI 93. Donc, ça, c'est quelque chose de très classique. Ce qu'on fait aussi, qui est peut-être un peu moins classique, c'est que ma direction
n'hésite pas à participer à des rencontres fournisseurs. Et j'ai participé à une rencontre fournisseur la semaine dernière avec une association qui s'appelle Pleine Commune Promotion pour présenter aux différentes entreprises les engagements du SPASER et donc notre politique achat pour que les différentes entreprises aient connaissance du SPASER du département et pour que les entreprises puissent se préparer euh, lorsqu'elles répondront à un marché du département, puissent se préparer à intégrer dans leur démarche de réponse les exigences du département. Donc, ça, c'est très important pour nous de faire connaître ce SPASER auprès notamment des entreprises qui vont postuler à nos prochains marchés. C'était l'aspect communication. Je crois que j'ai fini, Anaël. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je coupe le partage pour qu'on se retrouve. Donc encore une fois, une présentation qui a beaucoup plu avec pas mal de questions. Si ça vous va, on va enchaîner donc avec les questions. Alors tout d'abord, on a une personne qui nous demande s'il est possible d'avoir le compte-rendu de votre benchmark des spasers existants. Je ne suis pas sûr qu'on ait formalisé ce benchmark dans un compte-rendu. Je pourrais peut-être regarder, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas D'accord. sûr. En tout cas, donc c'est Madame Pommeret qui a posé la question. Sachez que au sein sur le site internet du GIP Maximilien, vous pouvez retrouver les spaseurs franciliens. On a tout simplement une rubrique les spaseurs dans notre rubrique dédiée aux achats responsables. Donc si ça peut déjà faciliter votre travail pour accéder aux différents spaseurs, n'hésitez pas à aller sur notre site. Ensuite, on a une question sur le temps passé par le chef de projet à la construction du Spazer. Est-ce que c'était un temps plein et pendant combien de temps? Alors, je vous rassure, c'était pas un temps plein. L'élaboration du Spazer a duré 7 mois et j'estime que le chef de projet a été mobilisé un quart de son temps sur l'élaboration de ce Spazer. C'est une moyenne hein, que je peux vous annoncer. Il y a parfois des jours où il travaillait toute la journée sur le Spazer, mais c'était en moyenne un quart du temps qui était mobilisé sur l'élaboration du Spazer. Très bien, merci beaucoup. On a une dernière question. Qui assure le suivi des indicateurs? Est-ce que c'est la direction de la commande publique ou les directions prescriptrices? Euh, c'est la direction de la commande publique qui va suivre les indicateurs et qui va consolider tous les résultats que vont faire remonter les directions prescriptrices. Par rapport au marché réservé, nous avons un indicateur notamment sur le montant alloué à ces marchés réservés. C'est la direction prescriptrice qui maîtrise ce montant ou les montants qui sont dévolus aux titulaires. Donc, en fait, c'est la direction prescriptrice qui va nous faire remonter des informations pour un certain nombre d'indicateurs et c'est nous qui allons les compiler. Il y a des indicateurs comme le pourcentage de marchés innovants ou le nombre de marchés innovants qu'on pose dans l'année que nous pilotons directement. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, Alors, a priori, c'était la dernière question. J'en profite néanmoins pour faire un parallèle, puisque sur les deux présentations que nous avons eues, il a été question des achats innovants. Et du coup, je vous invite à aller sur notre site internet si vous vous interrogez sur les achats innovants, puisque nous avons fait en début d'année un atelier achat responsable, donc le même format qu'aujourd'hui, dédié à l'achat innovant. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Eh bien, entre-temps, nous avons une nouvelle question et on nous demande à quelle fréquence est-ce que vous faites la remontée d'indicateurs? Alors, les indicateurs sont présentés en copile avec la direction générale, c'est-à-dire 2 fois par an.
Et nous faisons une remontée d'indicateurs tous les trimestres au niveau de ma direction. Ces indicateurs sont présentés chaque semestre au niveau de la DG. Merci. Louise, je vois que tu veux prendre la parole. Oui, merci beaucoup Annelle et merci Monsieur Barrier pour cette présentation très intéressante. C'était juste ce que je trouve intéressant dans votre SPASER et dans celui du CEDIF aussi, c'est d'avoir insisté sur le volet économique et pas seulement sur le volet social et environnemental du développement durable, ce qu'on voit souvent. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de ce volet économique et de l'importance qu'il peut avoir pour vous et voilà, dans le SPASER, mais également plus largement dans vos achats? Le volet économique, c'est un parti pris me concernant. Les dimensions d'achat durable sont évidemment très importantes par rapport aux politiques publiques et à la demande sociale qui est faite sur ces éléments. Et j'ai souhaité mettre dans le SPASER un axe économique, effectivement, pour rendre plus accessibles les marchés publics aux entreprises. Donc, on a un élément en rapport avec les délais de paiement. C'est une grosse préoccupation des entreprises et c'est une grosse préoccupation de ma part, dans la mesure où c'est le nerf de la guerre pour les entreprises et où on a une situation actuellement où une entreprise qui participe à un marché public est dans une situation où, une fois sur deux, elle sera payée en retard. Et c'est un élément aussi pour nous en matière de négociation que de dire aux entreprises, si vous travaillez avec le CD 93, vous allez être payé dans les délais. On a un deuxième axe dans le SPASER qui concerne des avances plus importantes que ce qui est prévu par le Code de la commande publique pour être un élément qui permet aux entreprises de postuler plus facilement et de voir qu'elles vont avoir des avances. Ça permet de déclencher peut-être cette idée de répondre à un marché. On a aussi l'aspect innovant qui est très important pour nous parce que investir dans l'innovation, ça permet d'aider des entreprises à développer leurs solutions et ça leur permet aussi de se développer en termes économiques et en termes de ressources. Donc, c'est un sacré soutien aux différentes entreprises que d'aller dans cette voie, surtout au niveau des procédures qui nous permettent d'avoir un achat qui est plus souple pour l'achat innovant. Après, ça pose la question de savoir qu'est-ce que l'achat innovant et tout ce que cela comporte. Mais voilà. Au conseil départemental, on n'est pas du tout sur une logique où la commande publique et les achats, c'est uniquement quelque chose de juridique. On est aussi sur l'aspect économique des choses et comment on développe des activités achats pour acheter mieux et pour aller chercher de la performance. Et c'est ce qui se traduit dans le SPASER. Merci beaucoup. On a encore quelques questions. On nous demande si vous avez mis en place des outils particuliers pour consolider les retours des directions. Non, pas d'outils particuliers, c'est des outils très classiques hein, qu'on a habituellement, malheureusement. C'est des outils Excel partagés où on attend les remontées des informations. On n'est pas encore dans cette logique où on investit dans des outils particuliers pour faire toutes ces remontées. Très bien. Dernière question, a priori, est-ce que vous utilisez votre profil acheteur pour la sortie des indicateurs et notamment pour les critères environnementaux? Non, pas encore. Très bien. Bon bah, très simple. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, a priori, je vais pouvoir vous remercier, Monsieur Bareillet ainsi que Jean-Gaël qui, je crois, nous a quittés, Jean-Gaël Bakely. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette Merci beaucoup. intervention. Et pour répondre à des questions que j'ai reçues par mail, nous mettrons à disposition les supports, évidemment, pour que vous puissiez y accéder et vous aurez également accès au replay.
Je vais maintenant laisser la parole à Marlene Weber du CGDD, qui va pouvoir nous présenter les outils qui sont à votre disposition pour vous aider à élaborer votre spazer. Merci Et Annelle. Marlene, est-ce que tu veux diffuser ou tu préfères que je le fasse? Je peux le faire. Ok, très bien. Bah, je te laisse faire alors. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Je vais hop. Attendez, je pense que vous voyez en mode panorama là? Là, on voit en mode présentateur. Est-ce que là c'est bien? Ouais, parfait. Super. Ok. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Marlene Weber, je suis chargée de mission politique de l'achat durable au sein du Commissariat général au développement durable, au sein du ministère de la Transition écologique et je n'ai pas la suite de l'intitulé du ministère qui vient de changer de nom. Donc tout d'abord, comme l'a dit donc Anaëlle en début de webinaire, on voulait faire un petit rappel sur, voilà, sur la loi Industrie verte qui a récemment renforcé à nouveau le SPAZER, donc en octobre 2023, et qui a considérablement élargi le champ des assujettis. Donc auparavant, c'était plutôt donc les collectivités et dorénavant tous les acheteurs soumis au code de la commande publique dès lors que leurs achats sont supérieurs à 50 millions d'euros annuels. Donc voilà, on a considérablement élargi le champ des obligés. Il y a le fait que la loi indique la possibilité à plusieurs acheteurs d'élaborer un spazer en commun, y compris des acheteurs qui ne sont pas assujettis à l'obligation, qui permet d'avoir une cohérence, notamment sur un territoire. Et puis, la loi précise aussi le contenu obligatoire de ces schémas en évoquant notamment la sobriété numérique, la durabilité des produits, la réduction des émissions de consommation d'énergie, d'eau et de matériaux. Voilà, c'était un petit rappel. Je remercie aussi les autres intervenants. C'était très intéressant de voir effectivement les outils utilisés par les praticiens, effectivement les outils de communication du CEDIF par exemple, et ce que mentionnait le département de Seine-Saint-Denis sur la politique achat. Pour nous, le SPAZER, c'est réellement une stratégie d'achat et l'achat doit être envisagé comme une fonction stratégique et même politique, non seulement donc comme une fonction support, mais voilà, qui engage non seulement la direction achat, mais également plus largement la direction stratégique et l'ensemble des directions. Donc, pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de cette obligation d'élaborer un SPAZER, le CGDD, donc le Commissariat général au développement durable, a développé un programme d'accompagnement qui s'est composé de différents éléments, donc d'un MOOC sur le SPAZER, d'ateliers, de webinaires, de retours d'expérience et de différentes ressources et outils que l'on va vous présenter. Donc la deuxième édition s'est terminée cet été, mais toutes les ressources du programme sont toujours disponibles. À commencer par un MOOC sur les spazers, donc c'est une formation en ligne d'une durée approximative de 3h30. Donc pour information, je vous enverrai tous les liens à la fin de la présentation. Donc voilà, c'est un MOOC qui est totalement voilà, gratuit, disponible à tous en ligne, avec des vidéos, des quiz qu'on peut suivre dans le désordre ou voilà, suivre uniquement les passages qui nous intéressent. Donc ça a été réalisé par le CGDD sur la base de notre programme en partenariat avec le CNFPT. Il y a ensuite un grand nombre de ressources et d'outils sur le SPAZER, donc des ressources à la fois sous forme de fiches, comme vous pouvez le voir à l'écran, et puis des outils sous forme de tableaux Excel à remplir seul ou en équipe. Ou seul et ou en équipe. Donc je vais vous les présenter rapidement. On a notamment la fiche sur le SPAZER disséqué. Donc
comment se compose un spazer, où voilà, on peut voir déjà un petit peu les différents éléments qu'on retrouve principalement dans un spazer, donc notamment les axes directeurs, les indicateurs, la gouvernance. On a aussi donc la fiche sur les grandes approches d'un spazer. On a pu le voir, le contenu d'un spazer est assez libre et certains adoptent plutôt une approche opérationnelle, donc avec des axes par action opérationnelle, par levier de politique achat, alors que d'autres sont construits avec des axes plutôt en soutien aux autres politiques publiques, enfin les autres politiques du territoire. Donc, par exemple, on a aussi des spazers qui sont plutôt construits, on a appelé ça cadre politique général, donc avec un volet social, environnemental et économique, donc comme celui de la Seine-Saint-Denis, par exemple, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, les différentes approches sont illustrées dans la fiche avec des exemples de spazers qui ont été publiés. Donc, pour compléter ces ressources, on a aussi le webinaire sur le spazer Kesako, voilà, qui reprend un petit peu aussi les fondamentaux du spazer. On a ensuite voilà, d'autres fiches qui sont plutôt sur d'autres outils qui sont plutôt sur la mobilisation des acteurs du territoire. Donc, voilà, une fiche qui présente les principaux acteurs qui sont habituellement mobilisables dans le cadre d'une démarche spazer. Donc, voilà, par exemple, les agences de développement économique, les têtes de réseau économique local, les réseaux d'acheteurs. Pardon. Et puis, voilà, on a un aperçu, mais on a une deuxième page qui explique un petit peu leur rôle, etc. Et puis, leurs interconnexions. Et puis, donc, cette fiche est complétée par cet outil de cartographie, donc, dont vous voyez aussi un aperçu à l'écran. Et donc, cet outil-là permet d'identifier les acteurs qui sont propres à son territoire, le contact, le rôle qu'on pourrait donner à ces acteurs dans le cadre de sa démarche spazer, et puis la manière dont on pourrait les solliciter. Et donc, voilà, pour compléter, on a aussi le webinaire dont on a le replay sur le déploiement de mon spazer au sein de mon entité et de mon territoire. Voilà, à chaque fois au sein des webinaires, on a aussi effectivement des retours d'expérience d'acheteurs et on avait notamment le parrainage de la métropole de Nantes et puis celle de Bordeaux ensuite, qui ont pu apporter un grand nombre de conseils également sur cette démarche. On a ensuite un outil sur l'identification des politiques publiques, parce que comme je le mentionnais, pour nous, le spazer, ne se limite pas à la fonction achat et donc doit servir à la mise en œuvre des autres politiques publiques du territoire ou de l'entité. Et donc, voilà, pour cartographier les différents schémas existants en termes de politique publique au sein de la structure, on peut s'aider de ce tableau. Donc, par exemple, le plan climat air-énergie, l'agenda 21, voilà, une charte égalité homme-femme, femme-homme, l'accord handicap. Voilà, on peut avoir voilà, un petit peu tous les schémas et stratégies de l'entité et de voir comment ils sont en lien ou pas actuellement avec votre politique achat et est-ce que vous avez été associé ou non. Et puis de voir aussi les indicateurs qui sont compris dans ces stratégies et qui pourraient être également intégrés dans le spazer. Parce que l'idée, c'est de faire le lien avec toutes ces politiques publiques et voilà, l'idée, ce n'est pas de se rajouter non plus du travail supplémentaire s'il est déjà fait par ailleurs, mais de faire le lien avec les autres politiques publiques. Et également d'asseoir aussi voilà, certains axes du spazer ou a fortiori de permettre le déploiement d'actions du territoire grâce au spazer. Donc voilà, cet outil permet aussi de faire le tour en interne et puis éviter de travailler en silo au sein de votre direction achat, mais voilà, s'appuyer sur ces stratégies, ces personnes aussi, ressources pour faire vivre le spazer et le construire en cohérence
avec les autres schémas en place. Donc voilà, ça permet d'accompagner cette réflexion et de s'inspirer aussi des autres schémas qui émanent des politiques publiques ou des stratégies existantes, parce que vous allez construire aussi le SPASER en fonction des priorités politiques du territoire ou de l'entité aussi. Comme on l'a dit, voilà, certains indicateurs sont énoncés dans la loi, mais sinon le contenu reste assez libre. On a aussi un outil sur les indicateurs, justement, une grille de questionnement pour questionner voilà, leur choix, les modalités de suivi, comment collecter la donnée. Comme le disait M. Baraillé de Seine-Saint-Denis, donc voilà, certains indicateurs sont plus faciles à suivre que d'autres, à piloter au quotidien. Et l'idée avec le SPASER, c'est pas de passer plus de temps à collecter la donnée des indicateurs choisis que de mettre en œuvre le SPASER. Et donc, il faut aussi veiller à ne pas avoir trop d'indicateurs, trop ambitieux et qui ne sont pas, qui ne permettent pas d'être suivis. Mais voilà, de les adapter à son contexte propre, à ses outils de pilotage et de suivi. Et donc, peut-être certains sont plus à privilégier que d'autres. Effectivement, il y en a qui sont beaucoup plus facilement suivables, comme par exemple les heures d'insertion. Parfois, certains indicateurs comme les émissions de CO2 évitées sont plus difficilement mesurables. On a aussi souvent un indicateur qui est repris, c'est celui de l'objectif de la loi climat et résilience, donc l'obligation d'intégrer des considérations environnementales et sociales dans tous les marchés d'ici 2026. Donc voilà, c'est un pourcentage de marchés qui intègrent des considérations environnementales et sociales. C'est un indicateur qui se retrouve souvent. Donc voilà, ce petit tableau permet de se poser les bonnes questions et aussi de comparer ses résultats avec ses collègues. Donc c'est intéressant pourquoi pas, de travailler sur ces outils seuls et puis ensuite de pouvoir comparer ce qu'on a pu mettre avec ses collègues et d'en discuter. Notamment sur ce dernier outil qui est un outil qui a été fortement plébiscité. Et donc pour information, il est aussi utilisé par tous les ministères pour construire le SPASER de l'État qui est en cours d'élaboration. Donc voilà, tous les ministères ont été invités à remplir cet outil d'autodiagnostic sur la maturité en matière d'achat durable. Donc c'est un outil qui est très simple, donc il y a 20 questions, donc c'est assez rapide à remplir. Surtout que voilà, on a des suggestions de réponses avec des niveaux de maturité 1, 2, 3, 4. Donc voilà, par exemple, est-ce qu'il existe une politique d'achat formalisée et puis il y a des réponses suggérées. Donc par exemple, oui avec des orientations achat, oui mais sans orientation achat, oui mais avec des orientations sur les enjeux de développement durable. Voilà, donc il y a des suggestions de réponses et donc on remplit le tableau 1, 2, 3, 4 et ça donne un résultat directement sur le deuxième onglet du tableau. Donc voilà, avec un score et puis une matrice, voilà, comme vous voyez à l'écran, un losange et on peut avoir une idée de là où on est bon et moins bon. Et puis des recommandations en fonction de son profil. Donc, il y a un profil plutôt administratif ou plutôt avancé. Il y a un troisième profil, intermédiaire, je crois. Voilà, donc si on a un profil plutôt débutant, on a des recommandations d'élaborer un SPASER, peut-être voilà, avec des actions, quelques actions, des objectifs clés, des indicateurs qui sont faciles à suivre. L'idée d'essayer d'embarquer un élu, par exemple. Donc voilà ce que disait le CEDIF. Parfois, on peut commencer aussi plus petit, entre guillemets, prioriser certaines actions, faire des compromis, avoir des actions qui ont du sens et montrer que ça marche pour ensuite aller plus loin. Oui, dernier outil, une foire aux questions. On a essayé de répondre à toutes les principales questions qu'on a pu recenser dans le cadre de nos ateliers. Et puis, on a fait un questionnaire. Et donc, voilà,
Ça prend combien de temps de rédiger un spazer, combien de pages doit faire ce document. Voilà, un grand nombre de questions auxquelles on a répondu dans ce document, voilà, qui répondent déjà à un grand nombre de questions récurrentes sur le spazer. Voilà un petit peu pour ces outils. Alors, où est-ce qu'on peut les retrouver sur Rapide, donc qu'a mentionné Anaëlle tout à l'heure. Donc, toutes les ressources se retrouvent sur Rapide, donc sur la page dédiée à la mission Spazer. Je vous enverrai le lien juste après. On a aussi un groupe, donc il y a un groupe Maximilien, mais il y a aussi un groupe sur le Spazer. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et donc, on y retrouve voilà, notamment des questions sur les spazers, mais aussi des informations, les prochains événements, des ressources. Voilà, si vous faites partie du programme, enfin, voilà, même de ce groupe, vous pouvez avoir accès aux synthèses des ateliers, des choses comme ça. Donc, lors des ateliers, on avait notamment travaillé sur les outils présentés. On a essayé voilà, de les compléter. Et puis, très prochainement, tout se retrouvera, donc toutes les ressources se retrouveront sur le futur site, le portail des achats durables, donc a priori qui sera lancé le 14 novembre. Je vous enverrai aussi le lien. Voilà, on présentera cette plateforme lors d'un petit webinaire d'1 heure. Donc, sur cette plateforme, on retrouvera toutes les ressources liées aux achats durables. Donc, à la fois, on aura un onglet documentation, outils, événements, formation, et puis la possibilité de déposer son spazer. Donc, notre ambition est de recenser un petit peu toutes les spazers qu'on a en France sur une carte. Donc, vous pouvez voir un aperçu à l'écran à gauche. Et on pourra retrouver les spazers qui ont été déposés. Et puis, ça permet de mettre en avant les démarches spazer, voilà, des collectivités et des entités qui ont fait cette démarche. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Donc voilà, le 14 novembre, n'hésitez pas à aller y déposer votre spazer, vous serez donc parmi les premiers à le faire. Et puis voilà, on peut retrouver aussi les guichets verts, les facilitateurs sociaux, dont voilà, Maximilien est par exemple un guichet vert et peut vous fournir un conseil en matière d'intégration, de considération environnementale dans vos achats. Voilà un petit peu pour ce site. Et puis, pour mentionner également, donc j'ai mentionné le MOOC sur les spazers, qui est assez court, enfin, voilà, 3 heures environ. Si vous regardez toutes les vidéos, vous prenez le temps. On a aussi un MOOC sur les achats durables. Et donc, c'est intéressant tant pour vous que peut-être pour vos collègues, justement. Comme on a dit, le spazer, c'est pas réservé aux acheteurs, mais de suivre ce MOOC et de promouvoir ce MOOC qui est plutôt d'une durée de 8 heures approximative, 8h30, qu'on peut de la même manière suivre par morceaux ou selon ce qui nous intéresse. C'est pour les achats publics comme privés. Donc, dès que c'est réservé au public, c'est mentionné dans le MOOC. Et c'est vraiment voilà, sur les fondamentaux des achats durables, mais ça va assez loin aussi sur les techniques d'achat pour intégrer des considérations environnementales et sociales dans vos marchés. Donc voilà, un petit peu pour toutes ces ressources. Juste pour vous mettre à l'écran, voilà, c'est un retour sur l'édition 2024 du programme Spazer. Donc, on avait une alternance de webinaires et d'ateliers sur 6 mois. Et puis, vous serez informé voilà, de la suite d'une éventuelle 3e édition en 2025. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Marline. Alors, pour l'instant, on a juste une question concernant l'obligation d'intégrer du social et de l'environnemental dans les marchés. Et alors, en fait, bon, je me permets de vous répondre, hein, madame, donc en 2025, c'est l'objectif du PNAD, comme vous l'avez noté, 30% pour le social, 100% pour l'environnemental à horizon 2025. Et ensuite, on a une obligation
au plus tard à compter du 22 août 2026, d'intégrer ces considérations dans les spécifications techniques, les clauses d'exécution et les critères de jugement des offres. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations dans le chat si ça ne va pas. Et on a une personne qui nous dit que le MOOC achat durable est très bien fait et qu'il le recommande. Ça fait plaisir. Alors, il nous reste quelques minutes si vous souhaitez oui, poser pardon, des questions. ouais. J'en profite aussi pour envoyer tous les liens que j'ai mentionnés dans le chat. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources sur Rapid pendant encore un petit mois. Ensuite, tout sera sur la plateforme achat durable. Donc, vraiment de la même manière, n'hésitez pas à vous approprier cette plateforme. Donc là, je viens de vous envoyer le lien vers toutes les ressources mentionnées. Donc, c'est des documents qui sont téléchargeables. Et puis, là, je vous envoie le lien vers le groupe Spazer. Et ensuite, donc là, je vous envoie, hop, comme ça, je fais la promotion de mes outils, plateforme achat durable. Là, je vous envoie le lien d'inscription vers le webinaire du 14 novembre qui présentera cette nouvelle plateforme. Ce sera assez rapide. Et puis, le lien vers le MOOC du Spazer et le lien vers le MOOC achat durable. Voilà. Donc, comme je le mentionnais, ces outils, ils ont été assez plébiscités, notamment celui sur l'autodiagnostic. Vraiment, ça vous prendra 10 minutes maximum à remplir. Les questions sont suggérées, les réponses sont suggérées. Donc, voilà, ça vous permet de faire un petit état des lieux sur où est-ce que vous en êtes en termes de maturité d'achat durable. Et il y a une question effectivement sur les sous-groupes sur Rapid. Il faut savoir que vous pouvez créer aussi, demander à créer un groupe si vous avez un intérêt, un sujet ou un périmètre géographique. Vous pouvez créer un groupe sur Rapid. Rapid existera toujours en tant que réseau social des achats publics durables. On a trouvé que voilà, on a prospecté et l'intérêt et le succès de Rapid tient aussi au fait que c'est réservé aux acteurs publics qui se sentent en confiance pour échanger. Et donc, on garde cette partie questions-réponses, voilà, actualité. Et ensuite, on sortira toutes les ressources de Rapid voilà, ça ira vers la plateforme parce que là, c'était un peu moins bien présenté. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse en bénéficier, notamment aussi les acteurs privés. Voilà, ça se retrouvera grâce à un moteur de recherche. On espère que ce sera bien référencé sur les moteurs de recherche, mais voilà, sans inscription. Donc voilà un petit peu pour ces actualités. Merci beaucoup, Marine. Et c'est vrai qu'on a hâte de découvrir la nouvelle plateforme le mois prochain. D'ailleurs, voilà, il y aura la possibilité de déposer aussi de proposer des événements, des guides, des formations. Donc de la même manière, n'hésitez pas à alimenter cette plateforme qui sera aussi interactive, au-delà aussi du dépôt de votre Spazer. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, je vais commencer par arrêter l'enregistrement.